3, 2, 1... Salut la team, comment allez-vous? J'imagine que vous avez suivi, dans la nuit de jeudi à vendredi, la NBA a annoncé qui seraient les joueurs titulaires pour le All-Star Game. Même si mes choix n'auraient peut-être pas été tout à fait les mêmes, il n'y a pas non plus eu énormément de surprises par rapport au vote des fans. C'est ainsi que Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid débuteront pour l'Est, tandis qu'à l'Ouest, nous aurons Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James et Nikola Jokic. Franchement, c'est très difficile de dire que ce n'est pas mérité pour ces gars. J'avoue que ça semble cohérent, mais toi, t'aurais fait quoi de différent du coup? Eh bien, mettons les pieds dans le plat, j'aurais donné une place à Donovan Mitchell. C'est vrai que ces chiffres individuels sont en dessous de ceux des joueurs qu'on vient de citer, mais mince. Le Jazz a le meilleur bilan de la ligue et je trouve ça aberrant qu'il ne soit pas représenté parmi les starters. Mais bref, peut-être que je donne trop d'importance au bilan collectif, je ne sais pas. Puis de toute façon, dans cette vidéo, j'aurai l'occasion de réparer ce qui représente pour moi une vraie injustice. Car oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'élire les joueurs qui, pour moi, méritent d'être remplaçants pour le match des étoiles. Tout ça, bien sûr, vu qu'on est samedi, en mode coast to coast. Évidemment aussi on va respecter les règles. Dans chaque sélection il y aura 7 remplaçants, 2 guards, 3 frontcourts et 2 wildcards. Je vais bien entendu suivre ces consignes à la lettre pour élaborer mes sélections et être au maximum réaliste. Bien sûr, pour sélectionner mes gars, je vais essayer de mixer au mieux les performances individuelles mais aussi le bilan collectif. Et oui, c'est important ce bilan collectif, bon sang de bonsoir. Quoi dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Alors c'est parti pour l'élection de mes remplaçants en vue du All-Star Game 2021. Commençons tout simplement parce que je l'ai décidé par la conférence Est et les guards. Le premier que je sélectionne, c'est James Harden. Pas de raison que l'une des 3 superstars des Nets, selon moi, manque à la fête. L'équipe, bien que rarement au complet, squatte au moment où je tourne ma vidéo la 2e place de la conf, et même si 3 représentants, ça fait beaucoup, je ne me vois absolument pas capable de ne pas récompenser le barbu. Depuis son arrivée à Brooklyn, avec les nombreuses absences de KD et de Kyrie, c'est finalement lui qui porte la team sur ses épaules. Sur environ 15 matchs, il n'en a manqué qu'un seul, tandis que KD et Kyrie, eux, en ont respectivement manqué 7 et 4. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cette instabilité autour de lui, Harden performe. Terminé ce gars qui squatte la balle 20 secondes par possession. El Barbudo s'est désormais transformé en playmaker. Il est de loin le meilleur passeur de la ligue, et depuis son arrivée à Brooklyn, atteindre les 14-15 passes est devenu presque routinier pour lui. En parallèle, même si ça n'a plus rien à voir avec ses chiffres offensifs des saisons précédentes, il tourne à 24 points par match, enchaîne les triples-doubles et peut même se montrer clutch. Pas mal non, son match face aux Clippers en début de mois m'a épaté tant j'ai trouvé qu'il jouait juste. Donc bref, pas besoin d'en faire des tartines, à mes yeux, James Harden est un All-Star lock qui aurait peut-être même plus mérité d'être starter que Kyrie Irving. Mais ça, c'est juste mon avis. Évoquons maintenant l'autre place d'arrière. Là, j'avoue, je n'ai pas trop hésité à la filer à Jaylen Brown qui jusque-là n'a jamais participé au match des étoiles. Du coup, à mon sens, il était temps de remédier à ça, il mérite. Ce mec, chaque année, j'ai l'impression qu'il a atteint son plafond, ou pas loin, et chaque année, il continue à me surprendre. Si je dois être complètement franc, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour il marquerait 25 points par match. Et pourtant, toujours dans son style efficace, il est désormais presque à 26, grâce à des pourcentages jamais atteints jusque-là dans sa carrière. Mais ce n'est pas tout, car l'arrière a également un très gros rôle défensif à Boston. Cette saison, et d'autant plus avec l'absence de Marcus Smart, c'est lui souvent qui se tape le meilleur scoreur adverse, et souvent c'est avec succès. Alors ok, en termes de bilan, les Celtics sont plutôt décevants jusque-là, mais s'ils sont quand même autour des 50%, c'est en grande partie grâce à Jaylen Brown. Je veux bien, mais t'oublierais pas Jason Tatum quand même? Oui, bien sûr que Tatum est très bon également, et ce n'est pas par hasard que je lui donne une place parmi les frontcourts. Ce joueur quand même, c'est la grâce et l'élégance incarnée. Ça me saoule un peu de dire ça, car à la base, je ne suis pas du tout fan de Boston, bien au contraire, mais là faut se rendre à l'évidence, qu'est-ce que je kiffe le voir jouer. Même si pour le moment les Celtics sont en deçà des attentes placées en eux en début de saison, Taco Jay, oui j'adore ce surnom de Taco Jay, fait ce qu'il peut. 27 points, 7 rebonds et 6 passes, c'est quand même très lourd. Puis le gars est clutch aussi, je me rappelle encore de son game winner, avec la planche, face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo, 10 points en titre. Quel talent! Donc ouais, les 6, c'est moins haut que ce que l'on pensait, même si ce n'est pas non plus catastrophique. Ceci dit, au vu du level qu'atteignent Batman et Robin, c'est quand même très difficile de leur reprocher quoi que ce soit. Pas directement en tout cas, voilà pourquoi je donne également un ticket à Jason Tatum. Pour mon deuxième frontcourt, je vais aller voir du côté des Bucks et sélectionner Chris Middleton. Ben ouais, là on a déjà 3 gars des Nets, 2 gars des 6, difficile de ne pas aller piocher un deuxième gars des Bucks qui s'affiche à la 3e place de la conférence Est. Et ne croyez pas que toutes leurs victoires sont seulement dues au Greek Freak. Malgré l'arrivée de Drew Holiday, le lieutenant sur lequel il peut compter soir après soir, match après match, c'est bel et bien toujours Chris Middleton. Le mec tourne à 26-6, c'est efficace des deux côtés du terrain et surtout il apporte une vraie présence, un vrai leadership. Jamais craintif à l'idée de prendre ses responsabilités dans les moments importants, Middleton, grâce à une adresse de loin plus élevée que jamais, il est pour le moment dans le 50-40-90 club, est également tout à fait capable d'étirer les défenses.
défense. Et ça, pour entourer Giannis, c'est clairement primordial. Du coup, une place pour lui aussi parmi mes remplaçants. Enfin, avant de passer au wildcard, mon dernier spot de frontcourt est offert à Julius Randle. What? Un joueur des Knicks au All-Star Game? Oui monsieur, je le sens bien. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin de remonter à 3 siècles pour en retrouver un, hein, vu que Kristaps Porzingis a été au match des étoiles en 2018. Mais en fait, le géant laiton là, on s'en fout, alors revenons à notre petit Julius, enfin si on peut dire petit. Le mec, je crois que je lui dois des excuses. La saison dernière, ça a dû m'arriver de craquer une fois ou deux en vidéo. Je le traitais carrément de poison pour son équipe. Aujourd'hui, je le vois All-Star. Quelle évolution, c'est complètement dingue. Je trouve que cette année, l'arrivée de Tom Thibodeau l'a complètement transformé. Comme quoi, c'est peut-être juste le système qui était proposé autour de lui jusque-là qui ne convenait pas. Puis j'ai cru comprendre aussi qu'il avait bossé comme un sale cet été, qu'il était dans la forme de sa vie. L'an dernier, je n'en pouvais plus de le voir forcer en ISO et foncer au cercle tête baissée. Cette saison, il a une vraie place dans l'attaque, je trouve, et est devenu le créateur number one. Non seulement il a toujours cette faculté à mettre des paniers dans toutes les positions, mais surtout, je trouve qu'il le fait beaucoup plus dans le flow du jeu. Il perd toujours quelques ballons et a encore du mal à prendre les bonnes décisions, notamment sur prise à deux, mais peu importe. Que ce soit au point, au rebond, mais surtout aux passes décisives et sur l'adresse longue distance, Randle bat pour l'instant des records en carrière. Franchement, ça m'épate. En parallèle, les Knicks sont en course pour les playoffs, et ça aussi, je ne l'avais absolument pas prévu. Bravo à eux et à Julius qui se comporte en véritable franchise player. C'est ainsi avec grand plaisir, même s'il s'en fout probablement, que je présente mes sincères excuses à Julius et que je lui donne une place parmi mes remplaçants. Allez, maintenant je vous parle de ma première wildcard que j'offre à Ben Simmons. Attends, là si je comprends bien, t'es en train de donner une place à un mec qui tourne à 15 points par match et qui n'a jamais scoré aussi peu en carrière. Tu serais pas un peu trop fan des Sixers, toi? C'est franchement ce que tu crois? Bah écoute, je lui donne ma première wildcard et je l'assume de A à Z. Déjà tout simplement parce qu'il me semble très important d'avoir 2 représentants en provenance de Philadelphie. Ils ont le meilleur bilan à l'Est et je pense que quand on fait preuve de bon sens, on se rend compte qu'ils méritent d'avoir au moins 2 joueurs sélectionnés. Surtout si Boston, Milwaukee ou Brooklyn en ont 2, voire 3. Donc rien que là-dessus, déjà pour moi, ça peut stopper tout le débat. Mais ensuite, il n'y a pas que le scoring qui compte, même si je sais très bien que quand on élit les All-Stars, c'est souvent ce qu'on regarde en premier. Simmons et ses ouf pèsent dans tous les secteurs du jeu, et ça, je trouve que ce n'est pas assez souvent mis en valeur. Parce que ok, il ne met que 15 points par match, mais en parallèle, il est à 8 rebonds, 8 passes et quasiment 2 interceptions, tout ça en étant probablement le meilleur défenseur au périmètre de toute la ligue. Il est clairement le dépositaire du jeu des Sixers cette saison, et à chacune de ses absences, l'équipe a galéré. Premièrement car il laissait un vrai vide en défense, et deuxièmement car les shooters trouvaient beaucoup moins de positions, et oui, on l'oublie beaucoup la faculté de Ben à fixer les défenses pour ressortir ensuite. Bref, j'arrête là, j'ai l'impression de passer mon temps à me justifier, alors qu'à mes yeux, rien qu'au vu du bilan des Sixers, il mérite. Et pour ceux qui voudraient absolument du scoring, dites-vous qu'avec ses 42 points marqués dernièrement face à Utah, il a désormais un career high plus haut que celui de Jason Tatum. Boum. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allez, calme-toi, on te le valide ton béni. Parle-nous plutôt de ta dernière wildcard. Yes, pardon, je m'enflamme, et je vais être totalement honnête, ça a été très difficile de trouver à qui donner ma dernière place, mais j'ai choisi Zach LaVine. Honnêtement, ça s'est joué entre 3 joueurs, lui, Domantas Sabonis et Trae Young. Le premier que j'ai écarté, c'est Young. Ses stats sont belles, c'est sûr, mais je trouve qu'il commet encore trop de déchets, et surtout, il me déçoit vraiment cette saison. Son body language n'est pas vraiment celui d'un leader, je trouve, et j'espérais qu'en étant entouré comme il l'est depuis cet été, il porte les Hawks bien plus haut. L'excuse du fait qu'il était mal entouré, et jusque-là je pouvais presque l'entendre, mais maintenant je ne suis plus du tout d'accord. Donc désolé Trae, mais ce sera sans toi pour moi cette année. Après, entre LaVine et Sabonis, c'est l'éternel dilemme entre l'individu et le collectif. D'un côté, je me dis que les Pacers méritent vraiment d'avoir un All-Star au vu de leur bilan, et ça m'embête réellement de ne pas les récompenser. D'un autre, je me dis que Zach LaVine est beaucoup trop fort pour ne pas obtenir sa sélection. Alors après, je ne vais pas le cacher, hein, j'ai changé 15 fois d'avis, et j'ai fini par trancher en me tournant vers LaVine. Une fois n'est pas coutume, et c'est vrai que ça me ressemble pas trop, mais là j'ai choisi l'individualité au collectif. Parce que ouais, les Bulls, en s'affichant à la 9ème place de l'Est, n'ont pas un bilan bien meilleur que celui des Hawks par exemple. Et la différence, c'est que là, je trouve que LaVine porte vraiment son équipe. Cette saison, Young, j'ai plus de doutes. Tous les soirs, il se démène pour atteindre son objectif, les playoffs. Jamais il n'a mis un pied en post-season dans sa carrière, et ça se sent qu'il est prêt à tout pour y accéder. 2 fois, l'arrière a atteint ou dépassé la barre des 45 points depuis le début de cette campagne, et vraiment, je ne me voyais pas me passer de lui. Ouais, d'accord, 45 points, c'est balèze, mais je croyais que tu disais que c'était faussé de ne regarder que les points. Tu croyais me piéger, justement. Cette saison, LaVine tourne à plus de 5 rebonds et plus de 5 passes, mais ce n'est pas tout. Pour un mec qui prend un tel volume de shoot, je trouve ses pourcentages et son efficacité affolants. 52% au global, 44% à 3 points, c'est juste insane. Tout ça en ayant du sang-froid dans les veines, comme lorsqu'en janvier dernier, avec une perf à 42 points, il a crucifié les Cavs. Donc ouais, ça me fait de la peine pour certains autres, mais c'est bel et bien à Zach que je file ma dernière place. Je suis vraiment désolé pour vous, les fans des Pacers, et même moi j'ai de la peine. Du coup, je ne vais pas passer à la conférence Ouest sans faire des petits
petit big up. Ceux-ci, bien évidemment, je les offre à Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis des Pacers, à Trae Young des Hawks, à Tobias Harris des Sixers, à Bam Adebayo du 8, à Nikola Vucevic du Magic et à Jeremy Grant des Pistons. Il pourrait même y en avoir d'autres encore, mais malheureusement, de toute façon, je n'avais que 7 places parmi mes remplaçants. Allez, je sais que mes sélections peuvent faire débat, mais c'est aussi le jeu. Alors let's go pour la conférence Ouest et faire 2 fois plus de débats. Mais avant ça, j'ai une question. Est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? Regardez, je vous montre un truc. Sur les 28 derniers jours, plus de 40% des vues proviennent de personnes non abonnées. Vous imaginez les chiffres qu'on pourrait atteindre si tout le monde cliquait sur ce foutu bouton rouge? Ouais, pensez-y, on pourrait dépasser les 50K, et ça, ce serait complètement insensé. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a environ 2 ans, je m'étais dit que si on dépassait les 50 000, ce serait le plus haut objectif possiblement imaginable. Mais à vrai dire, je pensais à ça en rêvant un peu, et jamais je m'étais dit que ça pourrait être réaliste. Et pourtant, aujourd'hui, on n'est pas si loin, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors aidez-moi à franchir cette barre en vous abonnant, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'apporte une satisfaction monumentale. Ce serait quand même dommage de passer à côté de ça, non? Mais bref, revenons à nos moutons et à la conférence Ouest. Mon premier spot de guard remplaçant, y a pas de surprise, vous l'avez compris dans l'intro, je le file à Donovan Mitchell. Là-dessus, je ne vais pas rester des heures, tant pour moi c'est une évidence. Utah a le meilleur bilan de la ligue, et Donovan Mitchell est purement et simplement le meilleur joueur de la team. Si vous voulez des détails sur tout le bien que je pense de lui, allez voir la vidéo concernant le Jazz que j'ai sorti samedi dernier. J'y détaille tous ses progrès qui pour moi sont immenses, notamment dans le leadership et la création, pour lui ou pour les autres. Donc pas besoin d'en faire plus, mon premier spot de guard va à Spida. Pour le deuxième, ça me semble très évident aussi. Common Damian Lillard. Pour lui c'est pareil, c'est presque une hérésie qu'il n'ait pas été choisi parmi les starters, mais bon, trop de concurrence à son poste, et surtout Curry et Doncic sont beaucoup trop médiatisés pour rivaliser. Du coup, vous l'avez compris, à mes yeux, Dame Time c'est juste un no-brainer. Surtout que Portland, après un début de saison compliqué, remonte carrément la pente dernièrement. Pour ça, pas de doute, ils peuvent réellement remercier leur meneur. Avec les blessures de CJ McCollum et de Yusuf Nurkic, il a su prendre ses responsabilités et se comporter en patron, en lettres majuscules. Puis là, si vous voulez que je vous cite les stats au moment où je tourne, il a juste atteint un level hallucinant. Sur les 5 derniers matchs, il a dépassé 4 fois la barre des 40 points, avec même une pointe à 61 contre Dallas. Mieux encore, chacune de ces rencontres a été gagnée par Portland, et à chaque fois, Dame Time s'est montré clutch. Donc là encore, pas besoin d'en faire plus, Damian Lillard est juste sur une autre planète en ce moment. Le All-Star Game ne peut pas se faire sans lui. Passons aux frontcourts désormais, où là j'avoue que je me suis pas trop embêté. En fait, ça me semblait être évident, le Jazz, les Clippers et les Lakers dominent la conférence Ouest, donc il fallait que je leur trouve un deuxième représentant. Donc ouais, réfléchissez un peu, et tout a semblé assez obvious. Donc ouais, bien entendu, du côté des Lakers, j'ai choisi Anthony Davis, en espérant qu'il soit revenu de blessure au moment du All-Star Game. Je sais pourtant que son début de saison en déçoit certains, la plupart de ses stats sont en baisse, et c'est vrai que sur certains matchs, il a l'air un peu ailleurs. J'ai même entendu quelques haters dire que depuis qu'il avait signé son gros contrat, il s'en foutait, mais ça je ne suis pas d'accord. En défense, il fait toujours partie des monstres de la ligue, mais plus globalement, tourner à 22 points à 53%, 8 rebonds, 2 contres et une interception, ce n'est pas donné à tout le monde, loin de là. Donc c'est clair que AD met moins de points et est un peu en galère avec son shoot extérieur. Maintenant, à sa décharge, son tendon le gêne maintenant depuis un moment, et il est beaucoup plus ciblé que l'an dernier, je trouve, par les défenses adverses. Quoi qu'il en soit, son impact des deux côtés du terrain dans l'une des top teams de la ligue ne peut que le qualifier pour ce All-Star Game. Alors à moins qu'il ne soit pas encore revenu de blessure, il aura sa place, j'en suis certain. Dans la même veine vient Paul George. Chez les Clippers, le boss c'est Kawhi, mais PG-13 est un élément essentiel de chez essentiel. Tout comme son pote le Claw, il est aussi efficace en attaque qu'en défense, et peut réellement prendre les matchs à son compte. Même s'il n'est pas vraiment le joueur numéro 1 dans sa team, son statut de franchise player n'est plus approuvé tant l'ailier sait tout faire. Actuellement, une blessure à l'orteil le handicap, et c'est dommage. Cela dit, toutes ses stats sont en très forte augmentation par rapport à l'an dernier, et ça c'est très bon signe. À lui désormais de performer en post-season pour se débarrasser du surnom de Pandemic P, retrouver celui de Playoff P et de faire taire les mauvaises langues. Quoi qu'il en soit, au vu du level qu'il a déjà été capable d'atteindre lors de certains matchs importants cette saison, je n'ai pas trop de doute sur le fait que son heure viendra, ou reviendra plutôt, parce qu'avec Indiana quand même il en a fait de belles choses en playoff. En attendant, quoi qu'en pensent les moqueurs ou les trolls, il mérite tout à fait à mes yeux une place pour le match des étoiles. Enfin, vous l'avez deviné, vu que je veux récompenser un deuxième joueur au Utah Jazz, ma troisième place parmi les frontcourts revient à Rudy Gobert. Là encore, je ne vais pas en faire des masses car j'aborde son impact de long en large dans ma vidéo du week-end dernier. En tout cas, voici un autre gars qui ne brille pas forcément au scoring que je sélectionne. Après, j'entends certains râleurs qui disent que son jeu n'est pas fait pour le All-Star Game et je peux comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais moi, je ne le répéterai jamais assez, le simple scoring ne me suffit pas. Alors quand on parle de Rudy, il faut être conscient de deux choses. Non seulement en attaque, il fait tout le sale boulot nécessaire pour que ses coéquipiers brillent, mais en plus, il est encore et toujours l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. Alors forcément, quand on a ce rôle dans l'équipe qui présente le meilleur bilan de la ligue, on a sa place au All-Star Game, point barre. Allez, du coup, vu que je sens que je m'enflamme encore, je passe
place aux wildcards, et à chaque fois ça me demande de faire des choix crève-cœur. Bon, mon premier spot, vous l'imaginez, je le donne à Devin Booker. Ouais, c'est pas pour troller que j'ai mis son maillot derrière moi, ce serait plutôt sale ça. Là honnêtement, je n'ai pas trop hésité, si je le mets dans les wildcards, ce n'est pas parce que je lui offre une place en bonus, mais plutôt parce que j'ai galéré à le caser plus tôt. Ouais, quand parmi les arrières, tu as des mecs comme Curry, Doncic, Lillard ou Mitchell, c'est quand même chaud de se faire une place. Mais du coup, heureusement, il y a les wildcards pour récompenser les Suns qui font un très bon début de saison et Devin Booker qui est clairement leur go-to guy. Ce qui est le patron. Et moi. Je parlais tout à l'heure de Jason Tatum que j'adorais voir jouer, et avec Booker je ressens un peu la même chose, l'arrière pue le basket. Alors ok, il marque peut-être un peu moins de points que l'an dernier, mais je ne vais pas lui en vouloir pour ça car les Suns gagnent. Puis je crois que c'est l'effet Chris Paul, avec la présence du petit général, l'arrière a moins besoin de porter la balle, moins besoin de forcer, et c'est ça je pense qui explique sa petite baisse au scoring. Puis quand je vois qu'en parallèle il commet moins de déchets, en shootant mieux et en perdant moins de ballons, moi ça me va tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour cette place de Devin Booker au All-Star Game, selon moi il n'y a pas vraiment débat. Ouais, là-dessus je suis plutôt convaincu. Par contre, avec tous les gros noms qu'il reste, je suis quand même très curieux de voir à qui tu as donné ton dernier spot. Aïe aïe aïe, alors là j'avoue, pour choisir ça a été très difficile, mais je ne fais pas durer le suspense, j'ai pris DeMar DeRozan. Là en fait, il y a tellement de gars qui pourraient mériter cette place que je pourrais accepter plein de noms différents. Évidemment d'ailleurs, après tout ça, je ferai un big up à mes crève-cœurs parce qu'ils méritent vraiment. Donc après avoir galéré, hésité et comparé les stats pendant de longues minutes, j'ai décidé de laisser parler mon cœur. Là, il y a des raisons qui m'appartiennent qui font que je vois énormément jouer les Spurs cette saison, et je dois dire que je kiffe. Cette équipe de jeunes plein de potentiel, drivée par un vétéran aussi propre et juste que DeRozan, moi j'adore. Voir les hommes de pop si haut, ça m'impressionne. Il y a vraiment du talent dans cette équipe, et le tacticien de San Antonio arrive à l'exploiter au max. L'équipe texane devient de plus en plus un candidat sérieux pour les playoffs, et si je suis totalement franc, je ne les attendais pas si haut. Et du coup, pour ça, en plus de pop, ils peuvent réellement remercier Debo. L'ailier est un vrai métronome dans le jeu des Spurs, très à l'aise dans son nouveau rôle de point forward facilitateur, il marque des points, prend des rebonds, et surtout distribue la balle comme jamais. Alors bien sûr, on pourrait avoir tendance à penser qu'il est très irrégulier si on ne regarde que son scoring. Mais croyez-moi, l'impact qu'il a dans le collectif est toujours là, soir après soir, match après match. Depuis 2018, DeRozan n'a plus participé à un seul match des étoiles, et pourtant à chaque fois il était juste à la porte. Donc voilà, je le répète, ça s'est joué à 3 fois rien avec pas mal d'autres candidats que je vais citer ensuite, mais j'ai choisi DeRozan. C'est comme ça, les loulous, ce choix je l'assume complètement. D'ailleurs mes crève-cœurs les voici, sans explication, sans argument, mais avec de grosses pensées pour eux et une belle dédicace. Alors désolé à Ja Morant des Grizzlies, à Chris Paul des Suns, à De'Aaron Fox des Kings, à Brandon Ingram et Zion Williamson des Pelicans, à Christian Wood des Rockets et à Shai Gilgeous-Alexander du Thunder. Je ne vous ai pas trouvé de spot pour cette saison, mais je suis persuadé que vous aurez à nouveau votre chance l'an prochain. Et puis concernant Chris Paul, qui est le plus âgé de tous, c'est bien qu'il laisse sa place aux plus jeunes aussi. Quoi qu'il arrive, et je vais m'arrêter là-dessus, me voilà satisfait des 2 sélections de remplaçants que j'ai faites pour la conférence Est, puis pour la conférence Ouest. Voilà pour ce qui est de mes remplaçants pour le All-Star Game, voilà pour ce qui est de mon 44e Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai convaincu ou alors pas du tout? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse, et surtout écrivez-moi tous les changements que vous auriez fait par rapport à mes sélections. Sinon je le rappelle, c'est important, jusqu'à demain, dimanche, il y a 2 concours avec NBA en famille qui permettent de gagner 2 maillots, un de Michael Jordan, un de Dennis Rodman. Pour tenter votre chance, dépêchez-vous, allez sur ma vidéo de mercredi concernant les Bulls, soit lieu le premier concours, ou rendez-vous sur Instagram où prend place le deuxième. Et ouais, faites ça, venez nous follow, ce serait quand même très bête de manquer cette occasion. Ensuite, vous le savez, pour avoir une vision complémentaire de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça se passe. Mercredi, pour l'anniversaire de Sa Majesté, on a sorti une vidéo très lourde consacrée à Michael Jordan et ses meilleures séances de trash talk. Sur les 12 qu'on cite, je suis persuadé que vous ne les connaissez pas toutes. Donc allez checker ça et dites-moi dans les commentaires de la vidéo en question combien de faits vous avez appris. Puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on pose un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Et ouais, le 4 à la suite, let's go référencement. Et si vous voulez aller jusqu'au bout du soutien, vous pouvez même aller faire un tour sur mon Tipeee. Là, après des débuts compliqués au mois de février, je ne le cache pas, on remonte peu à peu la pente grâce à de nouveaux dons, et ça fait grave plaisir. Quoi qu'il en soit, je ne peux que remercier ceux qui ont été là, ceux qui sont encore là, mais aussi tous ceux qui seront là dans le futur. Il y a beaucoup de choses sur cette chaîne qui dépendent en grande partie de vous, et pour ça, je ne peux que vous lâcher un gros big up. À très vite. Bye.